Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était l'un de ces rares matins londoniens où la ville elle-même semblait s'arrêter, admirative de sa propre élégance. Le soleil filtrait doucement à travers les hautes fenêtres de notre appartement de Whitehaven Mansions, et Hercule Poirot, resplendissant dans une robe de chambre d'une étonnante soie bordeaux, se tenait devant le miroir avec une concentration qui aurait pu faire pleurer un sculpteur. Moi, le capitaine Arthur Hastings, j'étais assis avec contentement dans le fauteuil, avec une tasse de Darjeeling fort et les journaux du matin étalés sur mes genoux. Il s'agissait des pages mondaines, comme c'était souvent le cas lorsque rien n'avait encore explosé, volé ou poignardé. Et je lisais à haute voix maintenant, pour l'amusement décontracté de Poirot. Le mariage de la saison devrait avoir lieu aujourd'hui à la chapelle Saint-Georges, commençai-je en m'arrêtant, pour donner un effet. Car Lady Charlotte Morcombe, héritière du domaine et de la fortune de Morcombe, doit épouser Lord Edmund Shelbrooke, figure mondaine et financier. Tout un couple, hein, Poirot ? Murmura Poirot, sans lever les yeux, à cause du toilettage méticuleux de sa moustache. L'amour, je ne crois pas. Alliance, peut-être, mais ne soyons pas cyniques, hein, mon ami ? Eh bien, d'après ce que je comprends, continuai-je, c'est une femme tout à fait moderne, instruite à Cheltenham, quelque peu réformiste et d'une grande beauté, apparemment. Poirot se détourna finalement du miroir, les pointes de sa moustache luisantes. Et qu'en est-il de ce jeune homme, ce Shelbrooke ? Est-il aussi un réformateur ? Plutôt plus traditionnel, je crois, et terriblement riche ? Ah, dit Poirot en croisant les doigts. En Angleterre, il est très à la mode que les fortunes épousent les fortunes. C'est, comment dire, romantique par arrangement. Nous avons ri. Tout cela semblait délicieusement éloigné du monde du crime et du mystère. Mais là encore, lorsqu'on est en compagnie d'Hercule Poirot, la tranquillité ne dure jamais longtemps. J'avais à peine commencé ma deuxième tasse de thé que le calme de la matinée fut brutalement interrompu par un coup sec à la porte. Poirot haussa un sourcil. « Nous n'attendons pas d'appel, n'est-ce pas, Hastings ?»« Non, » dis-je en mettant ma tasse de côté et en me dirigeant vers la réponse. Debout sur le pas de la porte se tenait un jeune homme, légèrement essoufflé, pâle comme du parchemin et incontestablement de haute naissance. Il ressemblait à un homme qui avait couru, non seulement physiquement, mais émotionnellement. « Je dois parler avec Monsieur Poirot, » balbutia-t-il. « C'est à propos de Charlotte, elle a disparu. » Poirot, déjà levé de son siège, traversa la pièce en 2 pas élégants. « S'il vous plaît, entrez. Vous êtes Lord Edmund Shelbrooke, n'est-ce pas ?» Le jeune homme hocha la tête, déglutissant difficilement. « Oui, mais comment as-tu ? Viens, viens, asseyez-vous. Hastings, ayez la gentillesse d'apporter de l'eau à ce monsieur. Maintenant, commencez par le début. » « Je ne sais pas quoi dire, » haleta Shelbrooke. Tout était prêt. Les invités étaient arrivés. Charlotte est allée dans sa loge avec sa femme de chambre. Et puis, plus rien. Elle était partie, disparue. Aucun message, aucune lutte, personne n'a rien vu. Elle a simplement disparu. L'expression de Poirot n'a pas changé d'un pouce. La mariée qui était là, puis est partie, réfléchit-il doucement. Une salle vide devant une chapelle bondée. Très dramatique. Et le scandale, il va la détruire. Sa famille. Moi,
C'est pour ça que je suis venu vers toi. Tu dois m'aider. » J'ai jeté un coup d'œil à Poirot. Il resta silencieux un moment, les yeux plissés. Puis, doucement, il dit « Ce, Hastings, n'est pas une fugue ordinaire. Il y a plus à cela que ce que l'on voit. Lord Edmond Shelbrooke n'était pas le genre d'homme que je m'attendais à défaire si rapidement. Grand, impeccablement habillé, même en détresse, et avec le sang-froid ciselé de sa race aristocratique, il dégageait toujours l'air de quelqu'un qui avait toujours fait en sorte que les choses se déroulent comme il le souhaitait, jusqu'à aujourd'hui. Je vous le jure, dit-il en saisissant son verre d'eau avec des doigts tremblants. Charlotte ne serait jamais partie d'elle-même. Elle était nerveuse, oui, quelle mariée ne l'est pas. Mais elle était prête. Je l'ai vue 10 minutes seulement avant la cérémonie. Elle était seule ? Demanda Poirot en se penchant en avant. Avec sa servante, Alice. Elle attachait le voile, ou quelque chose comme ça. Ah, et cette Alice, que dit-elle? Elle a dit que Charlotte était calme, sereine même. Puis elle est sortie de la pièce pour aller chercher une épingle à cheveux, et quand elle est revenue, Charlotte était partie. Est-elle partie par la fenêtre? Non, c'est au 2e étage. Aucun signe de quoi que ce soit dérangé. Poirot pinça les lèvres. Et les affaires de mademoiselle, étaient-elles intactes? Oui. Son sac à main, ses gants, même son bouquet, tout laissé derrière lui. Poirot croisa les mains. Et pas de message, pas de note? Shelbrooke secoua la tête. Rien. Lord Shelbrooke, dit doucement Poirot, pardonnez-moi, mais y a-t-il eu une querelle? Toute, comment dites-vous, mécontentement entre vous et Lady Charlotte? Le jeune homme rougit. Aucun du tout. Nous étions amoureux. Poirot incline légèrement la tête, ses yeux étant illisibles. Oui, bien sûr. Alors que Shelbrooke se rasseyait, luttant visiblement pour garder son sang-froid, j'ai aperçu une lueur dans les yeux de Poirot. Ce n'était pas dommage, ni inquiétude, c'était de l'intérêt. « Viens, Hastings, » dit-il en se levant brusquement. « Il faut que nous visitions ce charmant domaine. Une mariée a disparu, et cela, mon ami, n'est pas seulement une affaire de cœur, c'est une affaire de les petites cellules grises. » La voix de Lord Edmond tremblait, alors qu'il racontait les moments qui ont conduit à cette extraordinaire disparition. Après que la femme de chambre soit revenue et ait trouvé Charlotte partie, les recherches ont immédiatement commencé, a-t-il déclaré en passant une main dans ses cheveux déjà ébouriffés. Les demoiselles d'honneur, le personnel de maison, tout le monde était alerté. On a pensé qu'elle était peut-être simplement allée chercher l'air. Vous savez, les nerfs. Mais quand 10 minutes se sont écoulées, puis 15, la panique s'est installée. Poirot hocha la tête, les doigts tendus, le regard fixé sur le jeune homme. « Personne ne l'a vu partir ?» demanda-t-il doucement. « Non. Le dressing est au 2e étage, donnant sur les jardins arrière. La fenêtre était verrouillée de l'intérieur et le couloir extérieur n'était jamais laissé sans surveillance, pas avec les invités et le personnel qui s'affaient reine. Nous avons demandé à tout le monde. Personne ne l'a vu descendre les escaliers. Aucune voiture n'a été prise. Rien. Et la pièce, elle-même, intacte, a déclaré Edmond. Le voile de Charlotte était soigneusement plié sur la chaise, ses gants, son bouquet, et même ses chaussures, toujours à côté de la chaise. C'est comme si elle s'était évaporée. La moustache de Poirot se contracta. « Oh non, monseigneur, personne ne s'évapore. Même la disparition la plus intelligente laisse des traces. » J'ai griffonné des notes, tandis que Poirot poursuivait ses questions. Est-ce que quelqu'un de nouveau a rejoint l'équipe récemment? Y avait-il eu des lettres, des disputes ou des perturbations inhabituelles? Edmond a insisté sur le fait qu'il n'y en avait pas eu.
Elle était calme ce matin-là, je le jure, sereine, heureuse même. Parfois, murmura Poirot, la sérénité peut être un masque. Et le bonheur, ah, c'est la plus grande illusion de toutes. J'ai levé les yeux de mon cahier. Pensez-vous qu'elle s'est enfuie, Poirot? Poirot m'a fait un de ces sourires énigmatiques. Mon cher Hastings, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Nous ne savons pas encore si mademoiselle Charlotte s'est enfuie, a été emmenée, ou a prévu quelque chose de bien plus intéressant. Une fois Lord Edmond parti, non sans un élan de gratitude et une promesse de télégrammer les arrangements de voyage pour notre visite au domaine, j'ai regardé Poirot arpenter la pièce avec une intensité croissante. Il y avait un certain rituel auquel j'avais été témoin à plusieurs reprises. L'agitation avec ses poignets, le lissage de sa moustache, les pauses occasionnelles pour regarder dans le vide, comme si le papier peint pouvait révéler les secrets de l'univers. Je me suis assis avec mon thé. « Eh bien, mon cher Poirot, que penses-tu de tout cela ?» Il s'arrêta à mi-chemin, se tourna lentement vers moi et tapota sa tempe du doigt. « C'est très curieux, Hastings, très curieux en effet. Une mariée disparaît le jour de son mariage, sans témoin, sans motif apparent et sans moyen de s'échapper. Elle a le air du drame, mais le détail du calcul. Vous pensez que c'était prévu ? J'ai demandé. Je pense, dit Poirot en s'asseyant avec une grande dignité, que la situation est aussi parfaite, les biens intacts, la salle silencieuse, le timing, juste avant la cérémonie. Il a le flair d'un magicien de scène. Voilà, la mariée disparaît. Mais dans quel but ? Poirot se pencha en avant. Ah, c'est la question, mon ami. Était-ce une évasion de quelque chose, ou de quelqu'un, ou, peut-être, ce n'était pas du tout une évasion, mais une exposition, une déclaration. Une déclaration. Les yeux de Poirot pétillèrent. Oui, mademoiselle Charlotte Morcombe, d'après ce que vous lisez, n'est pas une héritière ordinaire, intelligente, moderne, de principe. Elle ne me semble pas du genre à fuir par lâcheté. Non, si elle a disparu, je crois que c'est intentionnel. Je secouai la tête. Cela me semble toujours être de la folie. Poirot rit doucement. Et pourtant, la folie porte souvent le masque du génie. Venez, Hastings, nous devons nous préparer. Ce n'est pas une fuite ordinaire, pas un scandale insignifiant. La vérité, je suppose, est enfouie parmi les soies, les secrets et les ombres. Et sur ce, le grand homme se leva, époussetant un grain de poussière de son revers. « Faites vos valises, mon ami. Nous allons à la campagne, à un mariage sans épouse, et dans une maison où le silence peut parler plus fort que les vœux jamais prononcés. » Nous sommes arrivés à Morcombe Manor, dans la douce lumière du début d'après-midi. La campagne baignée par ce genre de soleil pâle anglais, qui promet de la chaleur, mais n'apporte que du vent. Le domaine lui-même était aussi grandiose que prévu. Une large façade symétrique en pierre mielée, encadrée par des haies soigneusement taillées et une sorte d'allée de gravier qui craque sous les pieds avec une précision aristocratique. Poirot, bien sûr, s'était habillé pour l'occasion. Un costume gris à fines rayures, des chaussures en cuir verni poli et son nœud papillon emblématique, parfaitement incliné. J'avais depuis longtemps renoncé à essayer de correspondre à son style, et je me suis contenté d'une solide veste en tweed et d'une écharpe en laine. Il semblait juste qu'au moins l'un d'entre nous ait l'air d'appartenir à la campagne anglaise. Alors que nous approchions des grandes portes en chêne, elles furent ouvertes non pas par un valet de pied, mais par une femme dont l'allure était plus nette que sa silhouette. Grande, mince, vêtue de gris tourterelle, et avec une mâchoire qui suggérait des générations de déceptions héréditaires. « Honoria Morcombe, annonça-t-elle, comme si nous lui avions demandé. Vous devez être Monsieur Poirot, et... Hastings, ai-je fourni
en m'inclinant légèrement. « En effet, entrez. Lord Shelbrooke vous attend dans le salon. » La maison avait le froid de la vieille monnaie, des pièces trop vastes pour être chauffées correctement, et des portraits trop sévères pour vous sourire. Nous avons été conduits devant des salons et des bibliothèques, le silence de la maison étant brisé seulement par le grincement occasionnel d'une chaussure de domestique sur le parquet ciré. « Je n'aime pas cette maison, Hastings, » murmura Poirot, une fois que nous fûmes seuls. « C'est trop calme, trop posé, comme une hôtesse qui sourit lors d'un dîner qui est sur le point de tourner terriblement mal. » Dans le salon, Edmond Shelbrooke se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le paysage gris. Il se tourna rapidement lorsque nous entrâmes, le visage tiré mais reconnaissant. « Monsieur Poirot, merci, je ne savais pas vers qui me tourner. » Poirot s'inclina légèrement. « Vous avez bien fait, Lord Shelbrooke. Parlons maintenant de mademoiselle Charlotte. Vous me direz tout, dès le début. » « Je suppose, » commença Shelbrooke après que Poirot se soit installé dans le fauteuil, en face de lui. « Vous avez déjà entendu les grandes lignes, que Charlotte a disparu, qu'elle n'a laissé aucune note, que personne ne l'a vue partir. »« Oui, » dit doucement Poirot. « Mais c'est souvent dans les grandes lignes, Lord Shelbrooke, que le pinceau a manqué un coin de la toile. Peignons à nouveau le tableau, avec soin. » Le jeune homme inspira profondément et se pencha en avant, les mains étroitement jointes. Le matin du mariage, Charlotte était... Eh bien, elle était calme, pas nerveuse, pas particulièrement joyeuse, juste réfléchie. Je l'ai vue vers 10 heures, avant que les invités ne commencent à arriver. Nous avons fait une brève promenade dans la roseraie. Elle semblait distraite, mais n'a rien dit d'extraordinaire. Les yeux de Poirot brillèrent d'intérêt. A-t-elle parlé du mariage, du futur? Elle a dit qu'elle espérait que ce serait une journée calme, qu'elle n'aimait pas l'agitation, que tout était bien. Tellement plus grande qu'elle, je pensais que c'était juste des nerfs. Et après ça, elle s'est retournée dans ses chambres avec sa femme de chambre, Alice. Vers midi, Alice est allée chercher une épingle à cheveux en argent que Charlotte avait égarée, une épingle qu'elle avait insisté pour porter. Quand elle est revenue, Charlotte était partie. Sa robe était toujours posée, ses chaussures à côté du lit. Cela n'avait aucun sens. Poirot hocha la tête. « Et tu as cherché ?»« Bien sûr, tout le monde l'a fait. Des serviteurs, des amis, mon témoin, des dizaines de personnes. Nous avons vérifié la chapelle, les jardins et même le lac. Mais il n'y avait aucune trace. » Poirot resta silencieux un moment, puis dit doucement. « Vous êtes très affligé, je peux le voir. Mais permettez-moi une question plutôt directe, Lord Shelbrooke. » « Bien sûr. Est-ce que mademoiselle Charlotte Amour, toi ?» Edmond cligna des yeux. « Oui, du moins, je le croyais. Elle n'a jamais dit le contraire. » Poirot croisa les mains, plissant les yeux. « Très bien. Nous chercherons donc non seulement ce qui manque, mais ce qui était caché. » Et sur ce, il se leva. « Commençons cette enquête comme il faut, mon ami. Pas avec ce qu'ils ont dit. Pense ces produits, mais avec ce que personne n'ose dire à haute voix. Honoria Moricombe n'était pas le genre de femme à perdre le contrôle. Cela était clair, dès le moment où elle nous a conduits dans sa chambre du matin, où chaque coussin était assis avec précision. Chaque figurine en porcelaine était orientée plein nord, et même les lys dans le vase semblaient en avoir signé un contrat pour rester parfaitement debout. Elle était assise comme une statue de marbre sur une chaise antique, de longs doigts entrelacés, une légère trace de parfum de lavande accrochée à l'air autour d'elle. « Une affaire tellement regrettable, » dit-elle avec un soupir si mesuré qu'on aurait pu le répéter.
Pauvre Charlotte, elle a si loin, elle a toujours eu une certaine imagination, même lorsqu'elle était enfant. Poirot incline la tête. Mais disparaître le matin de son mariage, madame, voilà, ce n'est pas une simple fantaisie d'enfance. Je ne dis pas que c'était une farce, monsieur Poirot. Simplement, une erreur de jugement émotionnel. Charlotte a toujours été intense, passionnée, une jeune femme aux tendances dramatiques. Elle aimait Lord Shelbrooke. La bouche d'Honoria se contracta. On lui avait dit qu'elle devrait l'être. Cette formulation particulière a attiré mon attention, même si Poirot n'a manifesté aucune réaction visible. Elle avait des doutes, peut-être, demanda-t-il délicatement. Honoria agita la main. Quelle jeune mariée ne le ferait pas, surtout lorsqu'elle est confrontée à la perspective de devenir Lady Shelbrooke. Mais non, il n'y avait aucun signe de rébellion. Elle a dit que ses vœux seraient son devoir. Un mot curieux, devoir, murmura Poirot. Souvent le voile d'autres intentions. Je vous assure, dit Honoria, les lèvres serrées. Charlotte ne ferait rien qui pourrait faire honte à la famille. Si elle s'enfuyait, elle reviendrait. Et si quelque chose d'autre s'est produit, j'espère que vous le découvrirez rapidement. Poirot se leva. En effet, madame, on espère toujours que la vérité est aussi composée que ceux qui la craignent. En partant, j'ai murmuré. Vous ne la croyez pas, n'est-ce pas, mon ami? Répondit Poirot en lissant ses poignets. Quand une femme parle trop calmement du chaos, il faut se demander quelle tempête elle a déjà résisté ou provoqué. Clara Finch nous a accueillis dans le salon, troublée et palpitante, comme une débutante à qui on a tendu un verre de sherry trop fort pour ses nerfs. C'était une petite femme, peut-être dans la vingtaine, avec des cheveux châtains bouclés et une bouche qui ne pouvait pas vraiment garder de secret. « Oh, monsieur Poirot, je veux juste être utile », dit-elle en nous conduisant vers une paire de chaises rembourrées. Tout cela a été donc terrible. Charlotte était comme une sœur pour moi. « Vous la connaissez depuis longtemps ?» demanda Poirot en s'installant. « Depuis l'école, Cheltenham. Elle a toujours été la plus intelligente, belle aussi, bien sûr, et fondée sur des principes. Trop de principes, parfois. »« Ah, de quelle manière ?»« Eh bien, » Clara hésita, tordant un mouchoir sur ses genoux. Elle n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire, surtout de la part de Lady Honoria. Charlotte méprisait d'être gérée, comme elle l'appelait. Poirot hocha la tête. « Et la veille du mariage, l'avez-vous vue ?»« Oui, je suis allé dans sa chambre pour lui souhaiter bonne nuit. Elle était en train d'écrire quelque chose, une lettre, je pense, très concentrée. Elle l'a glissée rapidement quand je suis entré. Savez-vous à qui il était adressé ?» Elle se mordit la lèvre. Non, mais elle avait l'air perturbée, doucement, comme si elle avait pris une décision sur quelque chose. Je n'ai pas posé de questions. Et la lettre ? Disparue, dit-elle. Personne ne l'a retrouvée depuis. Poirot croisa les doigts. Les lettres qui disparaissent sont comme des pas dans le sable, Miss Finch. Elle nous dit où quelqu'un se dirigeait, avant que la mer du silence n'emporte tout. Clara cligna des yeux. C'est très poétique. Poirot sourit. J'essaye, mademoiselle. Alors que nous prenions congé, elle m'a saisi le bras. Toi, Volonté, trouve-la, n'est-ce pas? Nous ferons tout notre possible, dis-je avec une fermeté que j'espérais rassurante. Dehors, Poirot murmura. Une femme qui envie est souvent plus dangereuse qu'une femme qui déteste. Avez-vous remarqué à quel point sa voix tremblait lorsqu'elle disait « belle » ? En fait, je l'avais fait, et je me suis retrouvé à frissonner malgré la chaleur du couloir. Nous avons trouvé Frédéric Delaney près des écuries, les manches retroussées jusqu'au coude, une cigarette pendante aux lèvres. Il ressemblait en tout point à un gestionnaire de domaine Mossad.
brun soleil, larges épaules, et plus à l'aise parmi les chevaux que parmi les gens. « Je sais pourquoi tu es ici, dit-il, sans préambule. Et je ne l'ai pas tué, si c'est ce que tu penses. » Poirot haussa un sourcil. « Monsieur Delaney, nous ne pensons encore à rien. Nous cherchons seulement la vérité, et parfois, cette vérité commence dans les cendres. » Frédéric se détourna. « Vous avez entendu parler de la dentelle, je suppose. »« Nous l'avons fait, dis-je. Brûler un morceau de dentelle de la mariée dans la cheminée, le matin où elle disparaît, n'a guère l'air innocent. » Il poussa un long soupir. Ce n'était pas à quoi ça ressemblait. « Alors peut-être auriez-vous la gentillesse de m'expliquer ?» demanda Poirot. Frédéric fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de dentelle ivoire carbonisée. Elle me l'a offert, Charlotte, il y a des mois. Elle a dit que cela lui rappelait quelque chose de l'école, une robe de chambre, je pense, un souvenir. Nous étions proches une fois. Poirot ne sia pas. « Vous étiez amants. » Frédéric hésita. « Ce n'était pas comme ça, plus maintenant. Mais il y avait quelque chose là-bas, un peu d'histoire. Et la dentelle? Elle m'a dit de le brûler avant le mariage. Elle m'a dit qu'il appartenait à la fille qu'elle était, et que cette fille n'avait pas de place à l'hôtel. Je l'ai gardé jusqu'à ce matin. Ensuite, j'ai suivi ses instructions. » La voix de Poirot s'adoucit. « Vous avez honoré sa demande, mais cela vous fait paraître coupable, n'est-ce pas? » « Je sais, mais je préfère avoir l'air coupable plutôt que de trahir sa confiance. » Poirot s'inclina légèrement. « La fidélité est une belle chose, monsieur Delaney, mais quand elle est enterrée dans le secret, elle peut aussi devenir une tombe. Alors que nous nous éloignions, j'ai demandé. Vous le croyez? » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, Hastings, un homme qui brûle le passé ne le craint pas toujours. Mais voyons si ce passé, comme la dentelle, était destiné à disparaître ou à révéler quelque chose en dessous. » Le révérend Ambrose Alling vivait dans une maison en pierre, à la limite du domaine, encadrée par un jardin en ruine et un portail blanc tordu qui grinçait de façon menaçante à notre approche. Il ouvrit lui-même la porte. Un homme maigre avec un visage comme un parchemin fané et des yeux qui s'élançaient nerveusement entre nous et le ciel, comme s'il craignait à tout moment la foudre divine. « Monsieur Poirot, » dit-il à bout de souffle, « Capitaine Hastings, je ne m'y attendais pas, même si, bien sûr, j'ai entendu dire « Entrez ». Le salon était clairsemé, avec des textes religieux empilés au hasard, et une tasse de thé posée, encore pleine, à côté d'un sermon oublié. Poirot examina la pièce avec son attention habituelle, avant de tourner son regard vers l'ecclésiastique. « Révérend, » dit-il chaleureusement, « nous ne sommes pas ici pour condamner, nous sommes seulement des chercheurs de vérité. Et peut-être que vous, non? Peut-être en avez-vous entendu parler, murmuré sous le voile de la confession. » Le révérend Alling bougea, avec inquiétude. « Je ne peux pas trahir vos confidences, monsieur Poirot, mais Charlotte est venue me voir, juste 2 nuits avant le mariage. Était-elle en détresse? J'ai demandé. Il hocha lentement la tête. Oui, profondément. Elle avait peur, même si elle ne voulait pas dire de qui. Elle a seulement dit qu'elle avait découvert quelque chose. Monstrueux, je crois que c'était son mot. » Poirot se pencha en avant. « Vous a-t-elle donné des noms? Un indice? Même en passant. Elle a mentionné une lettre, quelque chose qu'elle avait reçu qui l'avait fait changer d'avis sur le mariage. Mais elle a dit qu'il était trop tard. Ce devoir devait l'emporter. » Ah, Poirot expira. Encore un tel mot, devoir. Tant de crimes sont commis en son nom. Les mains du révérend Allings tremblaient. Elle ne semblait pas avoir l'intention de fuir. Non, pas Charlotte. Mais elle ne voulait pas aller jusqu'au bout. Je crois qu'elle espérait que quelqu'un d'autre empêcherait le mariage pour elle.
Poirot hocha solennellement la tête. « Merci, monsieur, vous avez été très utile. Lorsque nous sommes sortis, les nuages étaient bas au-dessus de la cime des arbres. Il y a de la culpabilité chez cet homme, Hastings, dit doucement Poirot, mais pas de crime. Il porte le fardeau de l'impuissance, un péché d'inaction. » J'ai froncé les sourcils. Et cette lettre dont elle a parlé, pourrait-elle être la même que celle que Clara a vue? Juste comme ça, dit-il, les yeux plissés. Trouvons cette lettre, mon ami, avant que quelqu'un ne garantisse qu'elle est perdue à jamais. La loge de Charlotte avait le calme étrange d'un théâtre après le dernier rideau. La robe or pâle était toujours accrochée à son porte-manteau, sa soie luisant faiblement dans la lumière de cette fin d'après-midi. Ses chaussures étaient soigneusement rangées sous la chaise, le bouquet encore à moitié enveloppé dans du cellophane. Tout cela était d'une authenticité déchirante, comme si le temps lui-même avait figé la pièce dans son anticipation de vœux jamais prononcés. Poirot examina l'espace avec la délicatesse d'un bijoutier. Il n'a fait aucun grand geste, seulement des pas calmes et délibérés. Il tapota du bout du pied le plancher, épousseta le bord du bureau et s'arrêta finalement devant l'armoire. « Voyez-vous, Hastings, dit-il doucement, cette malle ici, regardez, fermée. Et pourtant, la clé ne fait pas partie des affaires personnelles de la dame. Curieux, n'est-ce pas ?» Il sortit de sa poche un mince outil en métal. Il semblait toujours avoir sur lui ce genre d'appareil, même s'il refusait de les appeler crochets à serrure, et avec la plus grande douceur. Cliquez. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, certaines sépia, d'autres enroulées dans les coins, et près du bas, un petit journal bleu marine, aux pages bordées d'or. Poirot le retourna entre ses mains avec respect. « Ceci, dit-il, n'est pas un journal ordinaire. Regardez, ici, des initiales à côté de passages, de petites phrases soulignées, même des pétales épressés, des indices émotionnels, Hastings, des souvenirs. » Il feuilleta une page marquée d'un ruban. Une phrase avait été encerclée 3 fois. « Je ne dois plus les laisser choisir à ma place. » Elle était sous pression, murmurai-je. « Oui, » dit Poirot. « De qui ?» Telle était la question. Il ferma soigneusement le livre. Nous devons maintenant nous demander qu'est-ce qui se cache d'autre sous la soie et la cérémonie. Le soleil commençait sa lente descente lorsque la découverte fut faite. C'est un jardinier, jeune et ébranlé, qui s'approcha du manoir, essoufflé. « Au bord du lac, monsieur, » dit-il à l'un des membres du personnel. Quelque chose qui flottait près des roseaux. Je pensais que c'était un oiseau, jusqu'à ce que je voie la dentelle. En moins d'1 heure, nous étions au bord de l'eau. Le lac était immobile, à l'exception d'une légère ondulation sous les quenouilles. Et là, emmêlé parmi les roseaux, il y avait un voile de mariée, le voile de Charlotte. Ses bords, en dentelle, étaient humides et tachés, le satin alourdi par 2 petites pierres cousues dans l'ourlet. « Un naufrage délibéré, » murmura Poirot. « C'était censé être trouvé, mais pas immédiatement. Pensez-vous qu'elle s'est noyée ?» ai-je demandé avec hésitation. « Non, 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 » dit-il en secouant la tête. « Trop symbolique. Une mariée qui se noie ne préparerait pas la dentelle avec autant de soin, non. Ceci est un message. » « Un message ?» Il s'accroupit au bord de l'eau. « Oui, Hastings, une déclaration. Elle voulait que cela soit découvert. Elle voulait que quelqu'un pense elle s'était noyée, mais pas assez convaincant pour tromper la police. » « Et alors ?» Poirot se leva, frôlant ses mains. « Alors nous devons demander, non seulement au MS planter le voile, mais pourquoi, et ce qu'ils espéraient que cela nous empêcherait de découvrir. » Il regarda le lac, les yeux lointains.
Elle était intelligente, cette mariée, et elle n'a pas disparu, elle déplacée. Et maintenant, mon ami, nous devons suivre la trace qu'elle a laissée derrière elle. C'est au petit déjeuner du lendemain matin, des œufs à la coque et des toasts pour moi, un petit plat de fruits et du café pour Poirot, que Lord Edmund Shelbrooke fut de nouveau convoqué. Son apparence était quelque peu améliorée, même si les cernes sous ses yeux faisaient allusion à une nuit blanche. Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Merci de nous avoir rejoints si tôt, monseigneur. Il y a quelque chose d'important que je souhaite demander. Je vais aider de toutes les manières possibles, a déclaré Edmond en joignant les mains. Le regard de Poirot était perçant. Vous nous avez dit que Charlotte n'avait laissé aucune note, que personne ne l'avait vue partir. Pourtant, hier vous avez dit quelque chose d'assez curieux, qu'elle vous avait dit, et je cite, « Elle ne pouvait pas vivre avec le mensonge ». Edmond cligna des yeux. « Est-ce que j'ai dit ça ?»« Vous l'avez fait, » dit doucement Poirot. « Mais comment peux-tu savoir qu'elle a dit une chose pareille ? Après, elle a disparu. Si personne ne lui a parlé depuis. » Il y a une longue pause. Edmond jeta un coup d'œil vers la fenêtre. « Je me suis mal exprimé. C'est quelque chose qu'elle a dit avant le mariage, quelques jours avant. » Poirot se pencha en avant. « Mais vous n'en avez pas parlé lors de notre première conversation. Cela ne semblait pas pertinent. »« Au contraire, » dit Poirot, la voix basse, « toute vérité cachée devient très pertinent. » Les doigts d'Edmond se contractèrent sur la nappe. « Très bien. Elle a dit quelque chose de similaire. Je l'ai insisté, à propos du mariage, à propos de l'avenir. Et elle a dit qu'il y avait des choses avec lesquelles elle n'était pas sûre de pouvoir vivre. Je pensais qu'elle voulait dire avoir froid aux yeux. Ou, il s'interrompit, ou un secret, dis-je doucement. Il ne l'a pas nié. Poirot hocha la tête. Très bien, en vérité, il ressort comme un ruban sortant d'un tiroir fermé. Et maintenant, mon ami, je dois suivre ce ruban pour voir à quoi il est attaché. » Clara Finch avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Son teint, habituellement clair et rouge de jeunesse, s'était évanoui dans une sorte de pâleur fantomatique. Nous l'avons trouvée dans la salle de musique, faisant semblant de polir une flûte sur laquelle elle n'avait clairement pas l'intention de jouer. « Miss Finch, » commença doucement Poirot, « je voudrais vous poser à nouveau des questions sur la lettre que vous avez vue Charlotte écrire. »« Je vous ai dit tout ce que je savais, » répondit-elle. « Elle l'a cachée, je ne l'ai pas lue. »« Non, non, mademoiselle, » dit Poirot avec un léger sourire. « Aujourd'hui, je vous pose des questions sur une toute autre lettre. » Elle se tourna lentement. « Je ne comprends pas. » Poirot croisa les bras. Charlotte a reçu une lettre anonyme peu de temps avant sa disparition. Une lettre, croyons-nous, qui l'avertissait de ne pas épouser Lord Shelbrooke. Une lettre de quelqu'un à la fois inquiet et bien informé. Cette lettre, Miss Finch l'a fait. Toi l'écrire ? Les mains de Clara tremblaient. Elle posa la flûte avec un léger tintement. « Oui, » murmura-t-elle. « Je l'ai fait. J'avoue que même moi, j'ai été surpris. »« Ah !» dit Poirot, mais pas en triomphe. Sa voix était douce. « Dites-nous pourquoi. »« J'ai vu à quel point elle était malheureuse, » dit Clara, les yeux brillants. « Et je savais qu'elle ne l'admettrait jamais. Elle se sentait liée par les attentes, par la pression de sa belle-mère, par les finances de la succession. Elle a toujours fait ce qu'on attendait d'elle. Je pensais que, si j'envoyais la lettre de manière anonyme, elle pourrait enfin faire un choix par elle-même. Vous soupçonniez Lord Shelbrooke de quelque chose ? » Clara hésita. « Je n'ai pas à savoir rien, mais je feutre quelque chose, il semblait toujours trop impatient, trop calculé. Charlotte était pour lui une récompense, pas une personne. » Poirot hocha lentement la tête.
Et la lettre, vous souvenez-vous du texte? Je lui ai dit de ne pas l'épouser, qu'elle ne savait pas tout, qu'elle avait encore une chance. Le regard de Poirot se fit plus aiguisé. Mais ensuite, tu as laissé tomber? Je pensais avoir fait ma part, murmura-t-elle. Poirot s'inclina légèrement. Vous avez peut-être fait plus que vous ne le pensez, mademoiselle. C'était le milieu de l'après-midi lorsque Poirot demanda à revoir l'aile des invités de la maison principale. Lord Shelbrooke a séjourné ici la nuit précédant le mariage, n'est-ce pas? Demanda-t-il au majordome, qui hocha la tête et déverrouilla la porte d'une pièce bien aménagée, avec de lourds rideaux et une cheminée encore parfumée. Poirot se dirigea immédiatement vers le foyer. « Vous voyez, Hastings, » dit-il en s'agenouillant près de la grille. « Beaucoup de choses brûlent rapidement, les lettres surtout. Mais parfois, un coin résiste, surtout quand quelqu'un brûle en toute hâte. » Il utilisa une pince à épiler en argent pour extraire un morceau, enroulé derrière la grille. Je m'accroupis à côté de lui et l'observai. « On dirait une partie d'une lettre, » dis-je. « Qu'est-ce qu'il en reste, en tout cas ?» Le coin était noirci, mais quelques mots restaient. « Ne l'épouse pas, tu ne connais pas la vérité. G.E. double cote. » Poirot se leva lentement, les yeux brillants. « Voilà, c'est comme je le soupçonnais. »« G.E. » j'ai demandé. « Un nom, peut-être, ou des initiales. Mais une chose est sûre, Hastings, cette lettre n'a pas été détruite par accident. Tu penses qu'Edmond l'a brûlée? Non, pense, mon ami, je savoir. C'était dans son cheminée, et lui seul avait les moyens et les motivations pour le retirer de la vue de Charlotte. Ce qui veut dire qu'elle scie ça, dis-je. Peut-être, ou peut-être qu'elle soupçonnait seulement que cela existait. Mais maintenant nous devons nous demander, qui est G.E. et que c'est elle, ou lui, que Charlotte ne savait pas. Poirot baissa les yeux sur le morceau calciné, comme s'il pouvait encore murmurer ses secrets. Nous sommes entourés de mensonges polis, Hastings, mais la vérité, elle couve. Et comme ce journal, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'enflamme. Frédéric Delaney n'était pas un homme facile à surprendre sans bouger. Nous le retrouvâmes près des écuries, les manches retroussées, brossant une jument, comme si le rythme des poils pouvait effacer ses pensées. Il n'a pas levé les yeux à notre approche. « Je me demandais quand tu reviendrais, » dit-il, sans se retourner. Poirot croisa les mains derrière le dos. « Vous êtes un homme qui garde beaucoup de choses à l'intérieur, monsieur Delaney. Mais peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour en laisser sortir une. » Frédéric eut un rire sec. « Tu penses que j'ai quelque chose à voir avec sa disparition? »« Je pense, » répondit doucement Poirot, « que tu es la seule personne à vraiment Cisson, et peut-être le seul à l'avoir laissé partir. » Frédéric cessa de brosser le cheval et s'appuya sur la rampe. Pendant un long moment, il ne dit rien. « Je l'aimais, » dit-il finalement. « Je n'ai jamais arrêté, pas même après qu'elle ait rompu, après que sa belle-mère l'ait poussée vers Shelbrooke. Je pensais que c'était fini. Mais il y a environ un mois, elle est venue me voir, en retard. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle a dit qu'elle avait peur. De quoi? D'épouser quelqu'un en qui elle n'avait pas confiance, d'abandonner sa liberté. Elle m'a demandé ce que je ferais si elle disparaissait. » Poirot fronça les sourcils. « Disparue? Je lui ai dit que je viendrais la chercher. Et pourtant, » dit doucement Poirot, « tu ne l'as pas fait. Elle m'a fait promettre que je ne le ferais pas. Elle m'a dit que si jamais elle disparaissait, je devais la laisser partir. Cela signifierait qu'elle faisait ce qu'elle devait faire. » Poirot resta silencieux un moment. Puis il a dit « Vous avez honoré cela, même si ça faisait mal. » Frédéric hocha la tête. Elle n'avait pas peur de Shelbrooke physiquement. C'était autre chose, quelque chose qu'elle savait, quelque chose qu'elle avait découvert.
Les yeux de Poirot se plissèrent. Vous ne savez pas ce que c'était? Non. Mais elle a dit que ça gâcherait tout si ça sortait. Poirot hocha lentement la tête. Merci, monsieur, vous m'en avez assez dit. Alors que nous nous éloignions, j'ai murmuré. Le croyez-vous? Les yeux de Poirot étaient pensifs. Il a lâché prise, Hastings. La plupart des amants ne le feraient-elles pas? Mais il y a une vérité dans l'amour. Parfois, le plus grand acte de dévotion, c'est de s'éloigner. Plus tard dans la journée, nous sommes retournés une fois de plus au modeste cottage du révérend Halling. Il ouvrit la porte avec moins de surprise cette fois, son air plus résigné qu'auparavant. « De retour, monsieur Poirot », dit-il en nous guidant à l'intérieur. « Je suppose que vous avez découvert des choses plus troublantes. »« Comme toujours, révérend, » dit Poirot en s'inclinant légèrement. « Le problème réside dans ce qui est caché, pas dans ce qui est trouvé. Nous avons pris nos places, la même légère odeur de papier et de thé flottait dans l'air. »« Révérend, » commença Poirot, « je dois poser à nouveau des questions sur mademoiselle Charlotte. La nature de sa visite. Vous avez dit qu'elle avait peur, qu'elle espérait que quelqu'un d'autre empêcherait le mariage. »« Oui, » dit doucement Halling. Elle n'a pas utilisé ces mots exacts, mais c'était implicite. Elle n'arrêtait pas de dire « Je ne peux pas le dire à voix haute, mais je ne peux pas non plus me mentir. » Et pourtant, a déclaré Poirot, elle n'a pas annulé le mariage. Elle se sentait piégée, a déclaré Halling d'une voix lourde. Elle pensait que l'annuler détruirait sa famille, que le mariage était nécessaire pour la succession, pour les apparences. Elle le faisait pour les autres, pas pour elle-même. La moustache de Poirot se contracta. Oui, encore une fois le mot revient de voir. J'ai essayé de la convaincre, a déclaré Halling, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit venue demander conseil. Je pense qu'elle avait juste besoin de le dire à voix haute, de l'avouer à quelqu'un qui n'essaierait pas de l'arrêter. Et pourtant, elle a fait disparaître, ai-je souligné. Halling hocha la tête, ce qui veut dire, je suppose, qu'en fin de compte, elle s'est choisie elle-même. Poirot l'observa attentivement. « Révérend, si vous saviez qu'elle pourrait ne pas aller jusqu'au bout, pourquoi ne l'avez-vous pas dit à la famille? Je ne pensais pas qu'elle ferait quelque chose d'aussi dramatique, et elle ne m'a pas semblé être quelqu'un qui prépare une évasion. Je pensais que peut-être elle irait jusqu'au bout de toute façon. C'était la dernière fois que je l'ai vue. » Poirot se leva. « Vous avez été très gentil. » En sortant, j'ai dit. Alors il savait qu'elle pourrait s'enfuir, et il n'a toujours rien dit. « Avouer une peur n'est pas la même chose que l'empêcher, » répondit Poirot. Il espérait qu'elle choisirait la paix, mais peut-être que ce qu'elle a choisi, c'était la liberté. Alors que nous quittions la maison du révérend et retournions vers le manoir, je me retrouvais de plus en plus mal en point. La campagne semblait soudain oppressante, trop calme, trop vigilante. Les pignons imposants du manoir me moquaient de leur silence. Tout cela devenait trop. « Tu sais, Poirot, » dis-je avec colère, « je n'ai plus la moindre idée de ce qui se passe. » Poirot tourna légèrement la tête, sans ralentir son rythme. « Ah bon? Parle, mon ami. Vous devez chasser le brouillard de votre esprit. » « Eh bien, » commençai-je en levant la main, « tout le monde dit que Charlotte était calme, et pourtant, elle ne l'était clairement pas. Elle reçoit une mystérieuse lettre signée par quelqu'un, avec des initiales que nous ne pouvons toujours pas retracer. Clara envoie un avertissement anonyme. Delaunay dit qu'elle avait prévu de disparaître. Le révérend dit qu'elle ne le ferait pas. Edmond prétend qu'il ne sait rien, mais laisse ensuite échapper quelque chose je ne pouvais pas, je l'aurais su à moins qu'il ne l'ait vue après. Elle a disparu. » Poirot eut un petit sourire, mais resta silencieux. « Et puis il y a le voile dans le lac. Je veux dire,
Vraiment? Poirot? Qui plante un voile pour simuler une noyade? Si elle avait l'intention de disparaître, pourquoi laisser un indice aussi dramatique? Et si quelqu'un d'autre l'a fait, pourquoi s'en donner la peine? Poirot tapota pensivement le chemin avec sa canne. Vous posez beaucoup d'excellentes questions, Hastings. Oui, mais je ne le suis pas répondre n'importe lequel d'entre eux. J'ai l'impression de courir après les ombres. Poirot s'arrêta et se tourna vers moi, les yeux gentils. Cela, mon ami, c'est parce que les ombres sont tout ce que nous avons, jusqu'à ce que nous trouvions la source de lumière. Qu'est-ce que signifiait? Il rit. Seulement que la vérité commence à se révéler. Vous êtes proche, Hastings, beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Je secouai la tête. Eh bien, si je suis proche, je ne le sens certainement pas. Poirot me tapota le bras. Prends courage. Même le meilleur détective a besoin d'un guide occasionnel. Et c'est pour cela, mon cher, que je suis ici. J'ai grogné. Oui, eh bien, j'espère que tes petites cellules grises auront plus de chance que les miennes. Oh, il prospère, dit-il avec un scintillement dans les yeux. En effet, il commence déjà à danser. De retour dans le salon, Poirot faisait les 100 pas lentement, les mains derrière le dos, tandis que je m'affalais dans un profond fauteuil en cuir, soignant ma confiance meurtrie. Le feu crépitait, même si la pièce restait obstinément froide. Poirot, cependant, était indéniablement enthousiasmé par ses pensées. « Hastings, dit-il soudain en s'arrêtant à mi-chemin, dis-moi, que penses-tu du voile dans le lac ?» J'ai levé les yeux. Il a clairement été planté, soit par Charlotte, pour simuler sa propre mort, soit par quelqu'un d'autre pour donner l'impression qu'elle s'est noyée. Bien, et quelle est la différence entre les deux? L'un suggère qu'elle s'est enfuie, l'autre suggère quelqu'un recherché, nous laisser penser qu'elle l'a fait. Il se remit à faire les 100 pas. Maintenant, considérons la lettre, celle de G.E. double quote. Vous pensez que ça vient d'une femme? Poirot leva le doigt. Peut-être, peut-être pas. Mais supposons, pour un instant, qu'il était d'une femme, celui qui savait quelque chose sur Lord Shelbrooke, quelque chose qu'il ne voulait désespérément pas que Charlotte sache. Un ancien amant. Exactement. Peut-être même une épouse actuelle. Je me suis assis bien droit. Attends, tu penses, Kello, qu'il était marié? Je pense, dit Poirot d'une voix basse et dramatique, que Lord Edmond Shelbrooke n'est pas seulement un homme de secret, mais aussi de péché. Et si l'un de ces péchés est la bigamie, alors nous commençons à tout comprendre. Je l'ai regardé. Cela expliquerait pourquoi Charlotte s'est enfuie. Non, mon ami. Ça expliquerait pourquoi elle cachait. Il y a une différence. Courir implique la panique. Se cacher implique une stratégie. Et le voile, laissé pour nous retarder, pour induire en erreur. Alors, Charlotte recherchait à retrouver finalement. Poirot sourit. Maintenant, vous réfléchissez avec les petites cellules grises. Il se tapota la tempe. Charlotte est intelligente, courageuse, mais aussi tenue par le devoir, jusqu'à ce que ce devoir menace de la détruire entièrement. Elle a donc disparu, mais pas avant d'avoir laissé juste assez derrière elle pour suggérer un autre récit. Il regarda le feu. Et donc nous devons maintenant nous demander, à qui profite de son silence? Qui est mis en sécurité si elle n'est jamais retrouvée? J'ai fait une pause, réfléchissant sérieusement. Shelbrooke. Poirot hocha la tête. Et qui est le plus effrayé? Pas parce que Charlotte était, mais parce qu'elle savait. La personne qui craint son amour, murmurai-je, me rappelant ses paroles précédentes. Oui, Hastings, parce que l'amour voit la vérité, et la vérité est ce que quelqu'un ici s'est donné beaucoup de mal pour enterrer. Il se tourna vers moi, les yeux brillants. Nous sommes très proches de la fin, mon ami.
très proche, mais maintenant nous devons être précis. Une fausse accusation maintenant gâcherait tout. Il ne faut pas frapper avec force, mais avec finesse. J'ai cligné des yeux. Tu veux les rassembler? Poirot sourit. En effet, il est temps. Il lissa son gilet et se dirigea calmement vers la sonnette. La vérité, Hastings, est comme une alliance, souvent cachée, mais jamais vraiment perdue. C'était le soir, lorsque nous approchâmes de la chapelle désaffectée, située à la limite nord du domaine de Morcombe, à moitié consumée par le lierre, avec des vitraux tordus qui regardaient comme des yeux fatigués. Le soleil s'était couché, sous la limite des arbres, projetant de longues ombres sur la pierre, et l'air s'était calmé avant la révélation. Poirot bougeait avec une étrange certitude, ses chaussures vernies craquant doucement contre le chemin couvert de mousse. Je le suivais de près, les nerfs se resserrant à chaque pas. « Es-tu sûr ?» murmurai-je. Poirot m'a jeté un coup d'œil. Mais oui, Hastings, très certain. L'empreinte sans poussière d'une boîte manquante dans le grenier. Les bons souvenirs d'enfance de cette chapelle. Le dressing intact, trop parfait, trop délibéré. Elle avait besoin d'un endroit à la fois caché et familier. Il appuya doucement sur la porte en bois déformée, qui s'ouvrit sous son contact. L'odeur de la vieillesse et de l'abandon nous a accueillis comme un soupir. À l'intérieur, l'espace était sombre, mais pas entièrement sombre. Une faible lueur, celle d'une bougie, provenait du niveau supérieur. Nous montâmes l'escalier étroit. Poirot silencieux, calme. Au sommet, un petit loft surplombait le sanctuaire. Là, sur un simple banc en bois, à côté d'un autel poussiéreux, était assise Charlotte Morcombe. Elle était pâle, ses cheveux autrefois brillants tirés en arrière, sa robe remplacée par un simple pull et une jupe. Et pourtant, malgré la lassitude de ses traits, elle restait droite, calme, comme une reine en exil. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit-elle doucement. Poirot s'inclina. « Mademoiselle, le voile dans le lac était une belle touche, mais pas assez fin. » Elle eut le moindre sourire. « Je ne voulais pas disparaître pour toujours, juste assez longtemps. » Poirot s'approcha. « Assez longtemps, pourquoi? » « Pour l'arrêter, pour arrêter lui. J'ai trouvé la lettre, de G.E. Je savais que ça devait être vrai. Edmond était déjà marié. Il l'aurait fait de toute façon. Mais je ne serais pas sa deuxième tromperie. « Vous vous êtes caché, » dit doucement Poirot, « pour pouvoir revenir plus tard avec la vérité, plutôt que le scandale. » Elle hocha la tête. Si j'avais parlé, personne ne m'aurait cru. Ils auraient appelé cela des pieds froids ou des nerfs. Mais disparaître, c'est cela qui a retenu leur attention. Poirot sourit. « Très bien. Vous n'avez pas disparu dans la peur. Vous avez disparu en stratégie. Nous sommes retournés au manoir juste au moment où l'obscurité s'installait complètement sur le domaine. » Poirot ne perdit pas de temps. Il a demandé la présence de tout le monde dans le salon, la famille, le personnel et, plus important encore, Lord Edmond Shelbrooke. Le futur marié entra en toute hâte, toujours impeccablement habillé, malgré l'heure du soir. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, la confusion se reflétant sur ses traits. « Pourquoi avons-nous été convoqués, monsieur Poirot ?» demanda-t-il avec raideur. Poirot ajusta ses poignets avec une élégance délibérée. « Parce que, monsieur, » commença-t-il, « la mariée est revenue. » Il y eut un halètement audible. Clara, Honoria, même le révérend se raidirent sur place. L'expression d'Edmond était un chef-d'œuvre d'incrédulité et d'effroi. « De retour ?» répéta-t-il. « En effet, et avec elle, la vérité. » Poirot s'avança, s'adressant à la pièce comme lui seul le pouvait, ferme, théâtral et précis. « Lady Charlotte a découvert
Quelques jours avant son mariage, une lettre. Elle venait d'une femme. Une femme que vous avez épousée autrefois, monsieur. Une certaine Miss Geneviève Edwards. Edmond pâlit. C'est absurde. Poirot leva la main. S'il vous plaît, ne perdez pas votre souffle. La lettre que vous avez brûlée a laissé suffisamment de traces pour le confirmer. Miss Edwards a été retrouvée. Elle réside confortablement en Provence, avec une allocation mensuelle émise par une fiducie légale, discrète. Une fiducie, pourrais-je ajouter, créée au nom de votre père. Des halètements se répercutèrent à nouveau dans la pièce. Edmond déglutit. J'étais jeune. Cela a été annulé. Non, Poirot a rétorqué. Il n'y a pas eu d'annulation, et tu le savais. C'est pourquoi vous avez fait taire Miss Edwards. C'est pourquoi vous aviez besoin de Charlotte pour restaurer la fortune en ruine de votre famille, pour sauver les apparences, pour jouer votre rôle. Poirot s'approcha. Mais Charlotte n'était pas un pion. Elle a vu la vérité et a disparu pour que le monde puisse la voir aussi. Edmond s'affala sur une chaise. Si seulement elle m'avait parlé. Elle a m'essayé, dit froidement Poirot. Mais les menteurs n'entendent pas la voix des honnêtes. La pièce devint silencieuse. Tous les regards étant tournés vers l'homme qui avait failli commettre la bigamie. Et Poirot, au centre, restait immobile. « Justice, monsieur, dit-il doucement, ne vient pas toujours de la loi. Parfois, cela vient d'une mariée qui refuse de dire « oui ». Après le démasquage dramatique de Lord Edmond Shelbrooke, le silence tomba sur le salon comme un lourd rideau. Les émotions étaient vives, embarras, confusion, et, dans le cas d'Honoria Morecombe, quelque chose proche de la rage. Mais Poirot, toujours calme, se contenta de s'éclaircir la gorge et d'ajuster un bouton de manchette, avec une précision délicate. « Si vous me le permettez, mesdames et messieurs, commença-t-il, je voudrais expliquer comment Hercule Poirot a découvert la vérité, non pas par la violence ou la confrontation, mais par l'exercice de la ordre méthode, comme toujours. » Il arpentait lentement la pièce, les mains soigneusement jointes derrière le dos. Commençons, comme toujours, par les faits. Tout d'abord, dit-il, nous avons la question du dressing, une pièce si méticuleusement intacte, si étrangement parfaite, qu'elle a sonné une alarme silencieuse dans mon esprit. Pourquoi? Parce que la véritable disparition laisse place au chaos. Cette pièce n'en avait pas. Il s'arrêta devant la cheminée. Deuxièmement, le voile, découvert au bord du lac, délicatement alourdi de pierre. Un geste théâtral, certes, mais pas convaincant. Il n'y avait aucun signe de lutte et aucune tentative pour vraiment nous faire croire qu'elle s'était noyée. C'était un fil d'Ariane, laissé délibérément. Poirot se tourna vers Hastings et lui fit un léger signe de tête. Et puis, bien sûr, il y a eu la poussière. La tour de la chapelle mansardée n'avait pas été utilisée depuis des années. Mais dans un coin, j'ai observé une silhouette nette, rectangulaire, comme si une boîte avait été récemment déplacée. Cet endroit, Hastings, était à la fois sacré pour Charlotte et oublié de tous, la cachette parfaite. Il sourit modestement. J'ai suivi la psychologie, pas les empreintes. Une femme comme Charlotte, forte, fière, dévouée, ne courait pas. Elle le ferait, plan. Et lors de la planification, elle a laissé derrière elle des indices non pas destinés à la police, mais à moi. Il y eut une pause. C'est, mes amis, la méthode d'Hercule Poirot. Pas pour chasser les suspects dans le noir, mais organiser les faits, observer l'esprit et trouver la vérité dans ce que les autres négligent. Il fit un petit salut. Et voilà, le mystère est résolu. Ce soir-là, alors que nous marchions lentement le long de l'allée du jardin, sous les haies éclairées par la lune, je ne pus m'empêcher de me sentir étrangement mélancolique.
Le domaine était calme. Edmond avait été escorté à Londres pour faire face à des poursuites judiciaires. Charlotte était en sécurité, et pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Je dis Poirot, réfléchis-je, c'est une fin plutôt triste, n'est-ce pas? Pas de mariage, pas de joyeuses retrouvailles, juste une vérité révélée et une jeune femme cachée dans une tour. Poirot fit tournoyer pensivement le bout de sa moustache. « Ah, mon ami, c'est là que vous vous trompez. Oh, vous considérez le mariage comme la fin. Mais en vérité, la fin ne réside pas dans les vœux ou les cérémonies, mais dans ce que le cœur choisit. Charlotte n'a pas épousé le mauvais homme. C'est, pour moi, une conclusion des plus heureuses. » J'ai eu un petit rire. « Vous êtes un véritable philosophe. » Poirot sourit. Parfois, Hastings, le mariage n'est pas la solution. Parfois, la véritable forme d'amour est l'amour de soi-même. Il s'arrêta pour redresser une fleur légèrement inclinée dans le parterre. Et puis, ajouta-t-il avec un clin d'œil, j'ai toujours préféré les mystères au mariage, beaucoup moins de compromis. C'est précisément une semaine plus tard que la lettre arriva. Je trouvais Poirot assis sur sa chaise, le lisant avec un léger sourire. L'enveloppe était crémeuse et sans fioriture, à l'exception d'une simple adresse de retour à Genève. « De Charlotte ?» j'ai demandé. Il hocha la tête. « Elle va bien. » Et elle a pris une décision. Je me suis assis. « Quel genre ?» Elle écrit, lut Poirot à haute voix. J'ai rejoint une société juridique de femmes à Genève, une société qui aide les autres à se libérer des obligations qu'elles n'ont pas choisies. J'ai appris, monsieur Poirot, que le silence est une sorte de prison. J'ai l'intention de parler. J'ai sifflé. C'est vraiment quelque chose. En effet, dit Poirot. Elle avait trouvé son but. Il plia doucement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Elle me remercie, bien sûr, a-t-il ajouté. Mais elle ne me félicite pas. C'est ainsi, Hastings, que je sais qu'elle réussira. Et pensez-vous qu'elle reviendra un jour en Angleterre? Poirot regarda par la fenêtre. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, elle ne marche pas dans une allée, mais en avant, dans la vie qu'elle a choisie. C'est, mon ami, un chemin bien plus noble.